Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous des mardis de l'alternance et à ce webinaire destiné aux entreprises et consacré à la vie du contrat d'apprentissage. Nous serons deux personnes à l'animation, donc Marie Savard, que vous voyez à l'écran, et moi-même, Émilie Lallemand. Deux personnes seront là pour répondre aussi à vos questions par le biais du chat, Jamila Abbas et Marie Butselari. Pour que cette réunion se passe dans les meilleures conditions, vos micros ont été coupés pour éviter les échos. Et merci aussi de bien vouloir adresser vos questions par le biais de l'onglet QR, qui est donc questions-réponses, afin de faciliter les échanges et qu'on puisse répondre facilement à vos questions. Soyons aussi tous bienveillants durant cette présentation. Pour information, cette réunion est enregistrée. Un replay vous sera transmis prochainement par mail. Débutons ce webinaire par une présentation de votre opérateur de compétences interindustrielles, donc OPCO 2I, et faisons un petit point sur nos missions. Nos missions, donc OPCO 2I vous informe, vous conseille et vous accompagne dans vos projets de formation et de recrutement. Il finance et facilite aussi également le recrutement de vos contrats en alternance, que ce soit des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. OPCO 2I aussi vous fait découvrir la diversité des métiers de l'industrie auprès du grand public. Et donc, vos interlocuteurs, vos délégations régionales sont là pour vous accompagner au mieux dans votre développement des compétences de vos salariés et aussi dans vos projets de recrutement. Donc, je vais reprendre la main, Émilie, merci. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravie de partager ce temps d'échange sur le contrat d'apprentissage avec vous ce matin. Et dans un premier temps, je vais faire un rappel sur le cadre général de ce contrat. Donc, l'objectif du contrat d'apprentissage, c'est obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Il s'adresse à des jeunes de 16 à 29 ans révolus. Il peut également s'adresser à un jeune qui a atteint les 15 ans avant le terme de l'année civile et ayant achevé un premier cycle de l'enseignement secondaire. On peut également aller jusqu'à 30 ans révolus si un précédent contrat a été rompu pour des raisons indépendantes de la volonté de l'apprenti. Et attention, il y a un délai à respecter qui est de 1 an maximum après la rupture. Et donc, il n'y a pas de limite d'âge pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés. Pour ceux qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise, nécessitant évidemment l'obtention du diplôme préparé, et également pour les sportifs de haut niveau ou en cas d'échec à l'examen. Ce contrat peut se conclure soit en CDD, soit en CDI. Sa durée va aller de 6 mois à 3 ans, tout en étant égale à la durée du cycle de formation. On peut aller jusqu'à 4 ans pour les apprentis en situation de handicap et il y a 2 possibilités d'aménagement au niveau de la durée. Donc, soit une réduction en fonction du niveau initial de compétences de l'apprenti ou en fonction des compétences qu'il aura acquis. Et également, on peut le prolonger en cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre visé. Et dans ce cas, il faudra mettre en place une convention tripartite qui sera annexée au contrat. Concernant la durée de la formation, donc la durée du contrat d'apprentissage est égale à la durée du cycle de formation préparant la qualification. Et il y a une durée minimum à respecter qui est de 25% de la durée totale du contrat. Donc, l'entreprise va devoir désigner un maître d'apprentissage
Il y a certaines règles à respecter concernant ce maître d'apprentissage. Il doit être titulaire d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent à ce parcours de formation. Il doit également justifier d'une année d'exercice d'une activité professionnelle toujours en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti, ou alors il devra justifier de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. Et il peut encadrer jusqu'à 2 apprentis maximum, plus un apprenti redoublant. Alors, on me prévient qu'il y a une question au niveau du chat. Alors, je vais regarder. Alors, la question, elle dit, bonjour, nous avons signé un premier contrat sur 3 ans à partir du 17 janvier 2023. Il est possible que l'apprenti redouble. Dois-je refaire un contrat et le démarrer qu'à partir de janvier 2024? Le redoublement d'apprentissage. Je vais mettre un peu de son parce que je suis désolée, j'ai mal entendu la question. Alors, il y a un contrat qui a été signé pour 3 ans. Ouais. Mais apparemment, il y a une pause à partir de janvier 2023, mais apparemment, il y a une possibilité que l'apprenti redouble. Et donc, on demande, est-ce qu'on doit refaire un contrat? Sauf qu'il me semble que le redoublement en contrat d'apprentissage n'est pas une option. Bah, de toute manière, on viendra un peu plus tard sur la question des avenants et des ruptures. Donc là, on reverra un peu plus tard ce cas spécifique. C'est Émilie qui présentera d'ailleurs les cas de rupture et d'avenant. Donc, je vais continuer sur le cadre général. Donc, au niveau de la période d'essai, donc, on est à 45 jours en entreprise, 30 jours en cas de renouvellement. Identique, quelle soit la durée du contrat ou le type de contrat, elle est identique. Concernant le démarrage du contrat, donc la date de conclusion, c'est la date de signature du contrat. Donc, date de référence d'ailleurs pour l'application des textes réglementaires. La date d'exécution, c'est la date du premier jour de réalisation de la prestation de travail, que ce soit en entreprise ou en CFA. C'est celle qui sera prise en compte notamment pour le financement du parcours de formation. La formation peut commencer jusqu'à 3 mois avant ou après le début en entreprise et le contrat peut se terminer à l'issue de la formation. Donc, on va poursuivre sur la slide suivante. Émilie, si tu veux bien. Voilà, l'OPCO 2I doit réaliser 4 points de contrôle. Donc, ces 4 points de contrôle sont les suivants. L'éligibilité, donc vérifier l'éligibilité de la formation qui est préparée, vérifier l'éligibilité de l'apprenti, vérifier l'éligibilité du maître d'apprentissage et également vérifier la rémunération de l'apprenti. C'est pour ça qu'on vous invite fortement à prendre la tâche avec votre conseiller en formation qui vous accompagnera pour la mise en conformité de vos contrats. Après, on va enchaîner sur le CERFA, parce qu'en effet, il est très important de remplir correctement votre CERFA, puisque ça conditionne et ça facilite derrière le déclenchement des aides liées à l'apprentissage. Donc là, on vous a remis le formulaire à titre d'information. Et là, la slide suivante, je vais vous présenter quelques points de vigilance à avoir concernant ce CERFA. Donc, au niveau de la partie entreprise, il faut bien vérifier que l'adresse email que vous indiquez sur le CERFA, elle est valide, que le SIRET indiqué du lieu d'exécution du contrat, il est bien le même que celui que vous déclarez dans votre DSN où sera rémunéré l'alternant. L'effectif qui est à prendre en compte, c'est l'effectif de l'entreprise et non celui du seul établissement d'exécution. Et bien vérifier aussi votre dénomination sociale et l'adresse que vous indiquez par rapport au SIRET renseigné.
Au niveau de l'apprenti, j'attire votre attention sur bien vérifier son nom, son prénom, sa date de naissance et faire attention notamment aux aversions et aux prénoms multiples. Concernant la partie contrat, eh bien revoir également la date de conclusion et d'exécution et également bien vérifier que votre DSN est bien alimenté avec les mêmes éléments que ceux que vous avez indiqués sur le CERFA. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc là, je vais revenir sur l'aide exceptionnelle qui a été mise en place par le gouvernement et qui est renouvelée sur l'année 2023, donc du 1er janvier au 31 décembre 2023. Donc, elle est d'un montant de 6 000 € maximum pour un apprenti, quel que soit son âge. Et je vais faire un petit point sur le contrat de professionnalisation. Elle est également de 6 000 € pour un salarié en contrat de professionnalisation jusqu'à ses 29 ans révolus. Et il faut savoir que cette aide, elle est cumulable avec les aides spécifiques pour les apprentis qui ont une reconnaissance qualité travailleur handicapé. Et là, on vous a remis un lien pour que vous ayez le détail de ces aides spécifiques. Les certifications qui sont éligibles. Alors, le contrat d'apprentissage, on va jusqu'au master, donc Bac+5, niveau 7 du RNCP. Pour le contrat de professionnalisation, donc là, c'est un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveau équivalent au plus au niveau 7 du RNCP, donc master, diplôme d'ingénieur, etc. Ou alors un CQP, certification de qualification professionnelle, ou alors pour les contrats également expérimentaux. Les entreprises qui sont éligibles, donc pour les moins de 250, elles sont éligibles sans condition. Par contre, pour les entreprises de 250 et plus, elles sont éligibles à condition qu'elles s'engagent à atteindre un certain seuil de contrat d'alternance ou de contrat favorisant l'insertion professionnelle dans leur effectif au 31/12/2024. Et là, on vous a remis deux liens où vous pourrez consulter les aides et vous aurez tous les détails. Donc voilà, et je vais laisser la main à Émilie qui va vous expliquer la partie rémunération. Merci Marie. Donc oui, évoquons la partie rémunération dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Déjà, ou mentionner sur le CERFA la partie rémunération. Donc la rémunération se complète dans l'onglet contrat sur le CERFA. Il faut toujours commencer par compléter la ligne au niveau de la première année, donc première année d'exécution du contrat, et une ligne égale 12 mois. On fait attention, donc c'est bien le pourcentage du SMIC qui est calculé en fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le cycle de formation. Vous avez la possibilité aussi de mentionner des avantages en nature, donc ça doit être dans la limite de 75% du salaire. Et il faut bien compléter lorsqu'il y a un changement de rémunération sur la même année d'exécution, par exemple s'il change de tranche d'âge ou où il y a une date d'anniversaire. Il y a des événements qui impactent la rémunération, comme je l'ai mentionné, il y a le changement de tranche d'âge, il y a la revalorisation du SMIC, les accords de branche ou d'entreprise, les contrats successifs de même nature ou des cas spécifiques. On va évoquer ces points un petit peu plus loin dans la présentation. Quelle rémunération? Donc, comme je l'ai mentionné, le salaire de l'apprenti varie en fonction de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation. Il est bien sûr déterminé en pourcentage du SMIC. Vous avez donc à l'écran la grille réglementaire, celle définie par le Code du travail. Si on prend un exemple, une personne qui est en première année, qui est âgée entre 20 et 25 ans, on va appliquer pour une première année 53% du SMIC. Donc, bien faire attention en fonction du SMIC, du taux du SMIC en vigueur et calculer ce pourcentage en fonction du taux du SMIC. Certaines branches ont signé un accord ou une convention ou un accord d'entreprise qui peuvent prévoir ce qu'on appelle un minimum conventionnel. Donc, c'est toujours le taux le plus favorable aux salariés qui doit être appliqué.
On a cité un exemple, donc prenons l'exemple de la branche de la plasturgie et composite, qui applique bien une convention, un accord de branche qui a été signé pour la plasturgie. Si vous regardez à l'écran, donc on vous a mis le code du travail. Donc, comme si je prends mon exemple de tout à l'heure, en première année, pour le code du travail, le réglementaire, on est à hauteur du 53% du SMIC. La convention collective de la plasturgie prévoit un 55% du SMIC. Surtout, n'hésitez pas, comme on vous l'a mentionné tout à l'heure, à revenir vers vos délégations régionales, vos 2I, pour vous aiguiller dans le taux de rémunération. On a des cas particuliers qui peuvent impacter la rémunération. Le premier cas, c'est les successions de contrats d'apprentissage, c'est-à-dire un jeune qui termine un contrat d'apprentissage, il y a eu un premier contrat d'apprentissage avec un même employeur, il souhaite aller sur un diplôme supérieur et donc continuer avec cet employeur. Avec le même employeur, la rémunération de l'apprenti est au minimum celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution de son contrat. Si ce même jeune, termine son premier contrat d'apprentissage avec un employeur, il souhaite aller avec un employeur différent pour son contrat suivant, la rémunération doit être au minimum celle à laquelle il pouvait prétendre lors de sa dernière année d'exécution du précédent contrat. Dans les entreprises qui ont la même convention collective, on maintient le taux de rémunération conventionnel qui était appliqué. Dans les entreprises qui ont des conventions collectives différentes, je ne sais pas, on passe de la métallurgie à la plasturgie, on maintient là le taux de rémunération réglementaire, donc le légal. Le maintien de la rémunération n'est possible que si l'apprenti a obtenu son diplôme précédent. Donc, s'il a bien validé son année précédente. Et dans tous les cas, comme on l'a précisé tout à l'heure, les pourcentages de rémunération en fonction de l'âge et les dispositions conventionnelles restent applicables s'ils sont plus favorables. Donc, on appliquera toujours le taux le plus favorable pour l'apprenti. On a un autre cas aussi, donc qui sont la majoration de salaire. Donc, le pourcentage de rémunération réglementaire de l'apprenti est majoré de 15 points si les conditions suivantes sont remplies. C'est-à-dire que si le contrat conclu pour une durée est inférieure ou égale à 1 an, si un apprenti prépare un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, et si la qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu. En général, parfois, on est sur des cas de... Je ne sais pas si on prend un exemple de CAP dans la même branche, on prend la pâtisserie, par exemple. Si son taux était, dans son contrat précédent était de 45%, on va rajouter 15 points à ces 45%. On a aussi le cas particulier de la licence professionnelle, qui est faite en 1 an. Un cursus effectué en 1 an. Donc, l'apprenti qui prépare une licence professionnelle en 1 an bénéficie d'une rémunération correspondant à une 2e année de contrat. Donc, un jeune qui va faire une licence pro à 1 an aura son taux de rémunération à hauteur d'une 2e année de contrat. Nous avons aussi la préparation d'un bachelor. Donc, il est important de connaître dans le cadre du bachelor si la formation visée par l'apprenti correspond à une licence générale, une licence professionnelle ou un titre pro. Donc, cela va jouer sur la durée du cycle de formation et donc sur le taux à appliquer. Donc, on vous a mis l'exemple, par exemple, si ce bachelor correspond à un cycle de formation de 3 ans. Il y a 3 manières de le préparer en apprentissage. Soit nous avons un contrat de 3 ans, il part sur un cursus de 3 ans. Donc, on va appliquer un taux de première année, 2e année, puis 3e année, si c'est son premier contrat d'apprentissage.
Si nous avons un contrat, le jeune signe un contrat pour 2 ans. Donc, il va être rémunéré en deuxième et troisième année. Pourquoi? Parce que son cursus dure 3 ans. Sa première année, il la fait en cursus scolaire et les 2 années restantes, il va le faire en apprentissage. Donc, on suit son avancée dans le cursus, donc on le rémunère en deuxième et troisième année. Nous avons aussi un contrat, il peut le faire aussi en contrat d'1 an pour la seule et dernière année. Donc, c'est-à-dire, il fait toujours son cursus, il s'est lancé dans un cycle de formation de 3 ans. La première et la deuxième année, il l'a fait en cursus classique. La troisième année, il l'a fait en apprentissage. Donc là, c'est toujours, on le rémunère en fonction de l'avancée dans le cursus. Donc là, on le rémunère bien comme une troisième année. On vous a mis quelques exemples. Donc, l'exemple qu'on vais vous le citer. Exemple numéro 1. Un jeune a obtenu une licence professionnelle en 1 an en contrat d'apprentissage. Donc, comme on l'a dit, en licence pro, on le rémunère comme une deuxième année. Et il poursuit ses études avec un contrat d'apprentissage de 2 ans pour préparer un master 2, donc un cursus en 2 ans. Donc, déjà, vous, les questions de l'entreprise de se poser, est-ce qu'il y a déjà un conventionnel dans ma branche qui est appliqué? Donc, ça vous aidera à déterminer le pourcentage du SMIC. Et là, on est dans le cas d'une succession de contrats. Donc, il fait une rémunération. Donc, sa licence pro, il a été rémunéré en deuxième année. Il commence un nouveau cursus, donc pour un master en 2 ans. Donc, au niveau de sa première année d'exécution de contrat, il sera rémunéré à hauteur d'une deuxième année. Poursuite ensuite en deuxième année pour le Master 2. Je te laisse la main, Marie, pour les autres. Voilà. Donc, le deuxième exemple, on a un jeune qui a obtenu une licence professionnelle en 1 an en contrat d'apprentissage et il poursuit ses études avec un contrat d'apprentissage de 3 ans pour préparer un cycle d'ingénieur. Donc, les questions, en effet, que l'entreprise doit se poser, c'est est-ce que la rémunération légale ou conventionnelle applicable tenant compte de l'âge de l'apprenti à date de signature du contrat, est-ce qu'elle est plus favorable? S'agit-il d'un second contrat? Quelle était sa rémunération et sa situation dans le cycle de formation lors de la dernière année d'exécution du précédent contrat? Donc, en effet, licence pro, donc dernière année, donc la rémunération, comme on vous l'a précisé, c'est une deuxième année. Après, il va donc refaire un contrat d'apprentissage sur 3 ans en école d'ingénieur. Donc, la première année, sa rémunération sera supérieure ou égale à une deuxième année. Sur la deuxième année d'école d'ingénieur, sa rémunération va être supérieure ou égale, pareil, à une deuxième année. Et sur sa troisième année d'école d'ingénieur, sa rémunération sera supérieure ou égale à une troisième année. Donc, voilà pour l'exemple 2. On vous a mis un exemple 3. Donc là, on a un jeune qui a obtenu un BTS en 25 mois en contrat d'apprentissage et il poursuit ses études avec un contrat d'apprentissage, évidemment, de 3 ans pour préparer un cycle d'ingénieur. Donc, toujours pareil, les questions que vous devez vous poser, donc c'est par rapport à la rémunération légale ou conventionnelle, donc le plus favorable à appliquer. Et pareil, s'agit-il d'un contrat, d'un second contrat? Quelle était sa rémunération et sa situation dans le cycle de formation lors de la dernière année d'exécution du précédent contrat? Donc là, on est la dernière année sur un BTS. Donc, du coup, sa rémunération, elle va être égale à une troisième année. Son entrée en apprentissage dans le cycle d'ingénieur, donc on aura la première année qui sera égale à une rémunération supérieure ou égale à une troisième année. Sa deuxième année du cycle d'ingénieur, sa rémunération sera supérieure ou égale à une troisième année. Et la troisième année du cycle d'ingénieur, sa rémunération va être supérieure ou égale à une troisième année. Voilà pour les exemples. Et là, on va passer sur la partie financement et prise en charge.
Donc, la prise en charge du coût de la formation, elle est réalisée sur la base d'un niveau de prise en charge annuel défini par les commissions paritaires nationales de branche pour chaque diplôme. Si la commission paritaire nationale de branche ne s'est pas prononcée ou si l'entreprise ne relève d'aucune branche, dans ce cas-là, on va appliquer un niveau de prise en charge dit de carence et on appliquera une valeur d'amorçage qui va être calculée en fonction du niveau de la formation préparée. La prise en charge est calculée sur la base du niveau de prise en charge au prorata de la durée du contrat entre la date de début d'exécution et la date de fin d'exécution. Et tout mois débuté est dû au CFA. Et il faut savoir également que les heures d'absence, elles sont prises en charge tant que l'apprenti n'est pas absent un mois ou plus. Donc, on peut être devant deux cas de figure aussi différents. C'est si le montant conventionné est inférieur au montant calculé, alors l'OPCO finance au coût réel défini par le CFA dans la convention. Et dans ce cas-là, il n'y aura aucun complément qui sera reversé à l'entreprise. Si le montant conventionné est supérieur au montant calculé, l'entreprise, dans ce cas-là, va rester avec un restant à charge et le CFA va lui facturer directement. Donc, comme je vous l'ai déjà précisé, il est vraiment important de prendre attache avec votre conseiller en formation en amont de la signature du contrat parce qu'il va vous informer et vous accompagner sur ces différents montants de prise en charge. Donc, évidemment, au niveau du financement, il y a des exceptions, sinon ça serait trop simple. Donc, par exemple, si la formation débute en amont du contrat, donc le CFA, en effet, peut accueillir pendant 3 mois un jeune en amont d'un contrat d'apprentissage. Il sera sous statut de stagiaire de la formation professionnelle. Et si la signature du contrat intervient dans les 3 mois, l'OPCO va intégrer cette durée dans le nombre de mois à financer au CFA. Il existe également une majoration apprenti reconnu travailleur handicapé. Donc, en effet, pour les contrats signés à compter du 1er janvier 2021, la majoration, elle est d'un montant de 4 000 € par an et elle peut être versée et elle est versée au CFA. Et ce montant peut varier selon les années du contrat. En cas de rupture du contrat et poursuite de la formation, donc pour les contrats rompus et si l'entreprise poursuit sa formation au sein du CFA, il faut savoir que l'OPCO maintient le financement pendant une durée maximale de 6 mois. Il existe également une majoration de 10% pour les contrats d'une durée inférieure à 1 an. Donc, pour que cette majoration de 10% soit applicable, il va falloir remplir 3 conditions. Donc, une durée de contrat inférieure à 1 an, une dérogation pour réduction de la durée de formation en application d'une convention tripartite. La certification ne fait pas en effet partie des 4 titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles ayant une durée de formation inférieure à 1 an et fixée par la voie réglementaire. Si les 3 conditions sont remplies, le niveau de prise en charge annuel est proratisé à la durée du contrat et donc il est majoré de 10% dans la limite du niveau de prise en charge annuel. Donc, en résumé, qu'est-ce que va financer exactement l'OPCO? Donc là, on vous a mis un petit tableau de synthèse. Donc, évidemment, l'OPCO intervient sur le coût de la formation selon le niveau de prise en charge annuel de la branche, en fonction du diplôme et en fonction de la durée du contrat. L'OPCO va également payer en direct au CFA les frais de restauration. Et donc là, on a un plafond de 3 € par repas. Concernant les frais d'hébergement, c'est pareil. S'ils sont supportés directement par le CFA, donc là, on va avoir un plafond de 6 € par nuitée avec le petit déjeuner qui sera inclus. Concernant les frais de premier équipement, là, on a un forfait de 500 € pour les formations industrielles et les métiers d'art, uniquement pour la première année. Pour les frais de mobilité internationale, donc là, on a obligation de mettre en place une convention tripartite, voire
quadripartite. Le CFA va également désigner un référent mobilité et là, on aura un forfait de 500 € par apprenti en mobilité. Et concernant les frais, notamment les frais de transport, hébergement et restauration, pardon, on va être plafonné dans la limite de 800 € à 1 600 € par apprenti. Après, comment les modalités de paiement sont mises en œuvre? Bah, c'est tout simple, hein. Une fois que vous avez saisi en ligne votre contrat d'apprentissage sur votre espace dédié Mon Compte 2i et que vous avez joint le CERFA et la convention, nous, OPCO, on va évidemment vérifier ce contrat et on va l'engager. Et une fois qu'il sera engagé, le paiement se fera directement au CFA. Le CFA devra nous adresser, bien sûr, des factures avec également le certificat de réalisation à la fin du parcours. Et concernant les frais annexes, ça sera pareil, une facture envoyée directement par le CFA. Et là, je vais relaisser la main à Émilie qui va vous parler des cas de rupture et d'absence. Alors, on va faire un petit focus donc, sur les ruptures absences. Donc, pendant les 45 premiers jours de formation en entreprise, vous avez la possibilité de rupture unilatérale. Et au-delà des 45 premiers jours, la rupture se fait soit d'un commun accord, soit pour faute grave ou force majeure, inaptitude de l'apprenti ou à l'initiative de l'apprenti. Cette rupture doit être notifiée donc, à l'OPCO et transmise par le biais d'un formulaire de rupture. Si le cas se présente, vous pouvez vous retourner vers votre délégation régionale qui vous transmettra le formulaire à compléter. Dans un cas de rupture, donc le CFA doit transmettre à l'OPCO la facture et le certificat de réalisation. Le paiement donc, sera réalisé au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage et tout mois débuté est dû. Ensuite, pour les absences, seules les absences au-delà d'un mois ne sont pas réglées, notamment en cas de suspension du contrat. Un petit focus aussi concernant l'avenant. De toute façon, l'employeur doit informer immédiatement sa délégation régionale dès qu'il y a toute modification d'un élément essentiel au contrat. Et ça doit faire l'objet d'un avenant qui doit être transmis à OPCO 2i. Vous avez plusieurs possibilités d'avenant dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Vous avez la liste qui est mentionnée là-dessus et chaque motif d'avenant a un code à appliquer. Donc, soit parce qu'il y a modification de la situation juridique de l'employeur, soit parce qu'il y a changement d'employeur dans le cadre d'un emploi saisonnier. On peut avoir prolongation donc, suite à un échec et à l'examen de l'apprenti et prolongation suite à une reconnaissance de travailleur handicapé, modification du diplôme préparé par l'apprenti, des autres changements, type maître d'apprentissage qui change pendant le contrat, la durée du travail aussi qui peut être modifiée, et aussi modification du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage. Donc, de toute façon, dès qu'il y a changement, tout changement par rapport au contrat d'apprentissage, il faut revenir vers OPCO 2i pour mentionner, pour qu'on puisse indiquer les informations nécessaires. Donc, petit focus et récapitulatif concernant la transmission de votre contrat. Donc, si un contrat d'alternance, un contrat d'apprentissage est signé au sein de votre structure, il faut le saisir sur votre portail extranet Mon Compte 2i. Bien compléter tous les champs. Sachez aussi que lorsque vous faites votre saisie, vous pouvez aussi générer votre CERFA concernant votre contrat d'apprentissage. Vous avez un délai de transmission de 5 jours pour transmettre à votre OPCO et mentionner la signature d'un contrat dans votre structure. Si le contrat n'est pas conforme, on va vous relancer pour une mise en conformité.
et c'est bien de la responsabilité de l'employeur concernant la conformité des contrats. Un petit rappel sur les spécificités concernant le contrat d'apprentissage et les points de contrôle qui ont été mentionnés par Marie. Donc, on a 4 critères de contrôle, c'est-à-dire l'âge de l'apprenti, l'éligibilité de la formation visée, le maître d'apprentissage et la rémunération de l'apprenti. Donc, n'hésitez pas pour toutes vos questions à revenir vers vos délégations régionales et surtout à saisir vos contrats sur votre portail Mon Compte 2i. Donc, nous avons donc essayé de vous présenter les éléments nécessaires concernant le contrat d'apprentissage. Donc, c'était une information généraliste afin de vous informer du cadre général. Comme on vous l'a mentionné tout au long de la présentation, c'est surtout pour toute question et point de contrôle, n'hésitez pas à revenir vers vos délégations régionales. C'est ce qui peut vous aiguiller au mieux. Et on vous remercie aussi également pour votre écoute. Et on va se laisser un petit temps pour essayer de répondre à quelques questions à l'oral et essayer de répondre au mieux à vos questions. Donc, Jamila et Marie, si vous voulez nous transmettre quelques petites questions de façon orale pour qu'on puisse y répondre. Alors, je reviens sur celle que j'ai posée en premier, que j'ai laissé exprès, puisqu'on avait commencé à y répondre. Donc, bonjour, nous avons signé un premier contrat sur 3 ans à partir du 1er janvier 2023. Il est possible que l'apprenti redouble. Dois-je refaire un contrat et le démarrer qu'à partir de janvier 2024? Alors, si je comprends bien, le contrat d'apprentissage a démarré que là en 2023 et il va pour une durée de 36 mois. C'est ça? 3 ans, oui, c'est ça. OK. Mais apparemment, il est quasi certain que cet apprenti va redoubler sa première année. Donc, on demande, est-ce qu'on doit refaire un avenant pour redoublement? Mais à mon sens, redoublement, il n'y a pas d'avenant dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui. Non, dans ce sens-là, il n'y a pas d'avenant dans le cadre du redoublement. Alors après, déjà d'une, c'est de savoir réellement si ce jeune va bien redoubler, parce qu'il a démarré en janvier et on est au mois de mars. Donc la première année déjà va sur 1 an et va jusqu'au mois de décembre. Donc peut-être de voir en décembre 2023 où en est ce candidat et qu'est-ce qu'il en est, mais il n'y a pas d'avenant dans le redoublement. Normalement, c'est à la fin du cursus qu'on sait réellement ce qu'il en est et le contrat va sur 36 mois, donc c'est à la fin du cursus total qu'on saura où est l'avancée du jeune. Peut-être revenir en décembre 2023 ou au mois. Alors, je vois vos réponses là. Donc, à la fin du cursus qui sera en juin, revenir déjà vers le conseiller de l'entreprise pour voir qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qui peut être vu. Parce que c'est vrai que là, de façon, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il en est, où en est le jeune dans son cursus. Je pense que c'est le conseiller qui avisera avec la personne, avec l'entreprise où en est. Mais il n'y a pas d'avenant possible dans le cadre de redoublement. OK. Quels sont les moyens de vérifier l'éligibilité d'un maître d'apprentissage? C'est à l'entreprise de veiller à ce qu'il ait bien toutes les conditions requises, c'est-à-dire soit le diplôme et 1 an d'exercice, soit 2 ans d'exercice dans une fonction qui va être en rapport avec la qualification préparée. C'est du déclaratif, mais point de vigilance, il peut y avoir un contrôle soit de la part de l'OPCO, soit de la part de la DGEFP. Oui. Oui, tu l'as mentionné, oui, Jamila. Voilà. Donc, c'est à vous, entreprise, de bien vérifier. Alors, de toute façon, j'ai vu qu'il y a eu aussi des personnes qui ont demandé si la présentation sera transmise. Donc, vous aurez la présentation, un mail, il y aura le replay. Et à l'intérieur de ce replay, vous aurez la présentation qu'on vous a présentée, le PowerPoint. Et à l'intérieur, vous avez les critères d'éligibilité concernant le maître d'apprentissage. Donc, c'est à vous, entreprise, de bien vérifier ces critères. La fin du contrat d'apprentissage est-il obligatoirement à la fin de la formation? Peut-on mettre une date de fin de contrat d'apprentissage après la date de formation?
Oui, vous avez une souplesse de la part de la Une DGFP qui va, tolérance. une tolérance qui va jusqu'à 2 mois après la fin de la formation. 2 mois jusqu'à la fin, mais bon, il faut Oui. revoir vraiment avec le conseiller et voir avec lui pourquoi parce que ça reste qu'une tolérance, hein, il faut le Oui, savoir. Marie a précisé qu'il fallait quand même calquer les dates du Ouais, contrat le plus voilà, possible sur le sur le cycle de cycle de formation. formation. Et comme Donc, on le précise, un contrat d'apprentissage a une durée aussi de 36 mois. Donc, Maximum, ouais. maximum. Donc, maximum. c'est bien de faire attention à la durée du cycle de Mm. formation, déjà d'une. Et après, il y a cette tolérance administrative de 12 mois, mais on doit rester dans cette durée maximum de 36 mois. 36 mois et bien respecter aussi les 25%, hein. Oui. Oui. Donc attention, si on joue sur avant, après, il faut bien respecter ces critères-là. Bonjour, en cas de rupture, la rémunération suit en année civile ou en année de formation? Alors, c'est-à-dire qu'il y a une rupture du contrat, c'est ça? Oui, S'il Tu peux reprend un juste... autre, alors si je comprends bien, c'est Crévou Céline qui a posé la question. Si je comprends bien, il y a une rupture, il retrouve un autre contrat. Est-ce que la rémunération va suivre l'année civile ou l'année de formation? Une bah déjà, rémunération, il c'est faut toujours voir en année s'il a civile. obtenu le diplôme ou pas, hein. Parce que s'il n'a pas Rupture. obtenu le diplôme, il n'y a pas Il à y a une tenir compte de rupture, la Non, il y a une rémunération rupture, donc il n'y a pas de précédente. diplôme. Il y a pas, c'est une rupture, donc il n'y a pas eu de diplôme voilà, visé. Donc, ils rompent le contrat. Donc, ça va être aussi en fonction de quelle entreprise, nouvelle entreprise, de la rémunération, la branche aussi de la Ouais. nouvelle Non, entreprise. en fait, non, c'est pas ça. Ils veulent savoir, est-ce que la rémunération va être, par exemple, je vais dire, il a rompu au mois de mars, donc il est en pleine première année, il retrouve un contrat au mois d'avril. Est-ce qu'on va faire sur la rémunération du mois d'avril jusqu'à septembre, où il finit sa première année, rémunération de première année, et reprendre rémunération de deuxième année de octobre jusqu'à la fin du contrat? Je pense que c'est plutôt dans ce C'est ça. sens-là qu'il y a la Et question. comme on l'a souligné, la rémunération de l'apprenti suit son cursus. Donc, Mm. si il a débuté un cursus de formation, il y a une rupture, mais il y a continuité parce qu'il a retrouvé un nouvel employeur. Donc, si son premier cursus se terminait en septembre, la première année, on va faire d'avril à septembre et Mm. redémarrer octobre D'octobre. voilà, Mm. jusqu'à la fin de formation. Ok, donc c'est en année de formation, la Oui, réponse. c'est ça. À quoi correspondent les 15 points? C'est dans le cadre d'une majoration. Bien Alors ça, sûr. Mm. c'est mentionné dans le cadre de l'État et c'est dans le lien avec le Code du travail. C'est 15 points supplémentaires, mais vous avez bien vu, il y a bien des critères spécifiques à respecter, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sur un diplôme qui soit d'une année soit égal à 1 an et surtout qu'on soit dans le cadre d'un cursus équivalent Au en, supérieur. en termes Mm. De de parcours. qualification. Alors, Morin Florence nous a mis un document. Il est toujours d'actualité, donc je lui réponds directement. D'accord. Pour la rémunération, les règles de la rémunération, ce n'est pas les OPCO qui les dictent, c'est la DGEFP. Donc, nous, on ne fait qu'appliquer. Donc, la DGEFP a décidé qu'une licence après 2 années de bac, c'était une rémunération de deuxième année, parce qu'ils considèrent que les 2 premières années qui ont été faites avant correspondent à une première année de contrat d'apprentissage, alors que pour le bachelor, je dis bien, si le cycle fait 3 ans, et s'il est intégré en apprentissage directement en 3 ans, là, on est obligé de suivre l'année du cycle, donc troisième année. Mm. C'est pas nous qui dictons les règles, c'est la DGEFP. Voilà. Ensuite, même chose pour le BUT. BUT, c'est première, deuxième et troisième année, donc on suit Oui. exactement les mêmes règles. Ouais. Alors, si l'apprenant a choisi un cycle de formation en alternance, il ne trouve pas d'entreprise. Tous les OPCO ne prennent en charge que les 3 premiers mois de la formation si elle a commencé avant le contrat, à condition que le contrat ne soit pas signé avant. Et au bout de 3 mois, si l'apprenti ne trouve pas d'entreprise, soit il passe son cycle scolaire initial, soit il arrête malheureusement.
Et est-ce qu'il reste encore des questions? Pour la mobilité à l'étranger, la convention tripartite doit être signée quand? Alors, normalement, elle doit nous être transmise au minimum, enfin en amont du départ, hein, donc Oui. bien au moins facilement 20 jours avant le départ, au minimum. Pour les frais de restauration, j'ai répondu. Alors, Nathalie Le Floch demande si elle peut appeler après la présentation. Je ne sais pas de quelle région vous dépendez, donc je ne sais pas quel est votre conseiller régional. Moi, je vous inviterai plutôt à vous rapprocher de lui. Après, alors si vous avez des questions et que vous ne savez pas qui est votre conseiller, vous avez accès sur notre site Sur internet notre site. opco2i.fr à un onglet qui s'appelle Contact en région. Et là, vous avez les coordonnées au moins de la délégation régionale qui vous aiguillera vers votre conseiller. Exact. Est-il possible de cumuler des aides de l'entreprise, de l'apprenti à l'étranger et des aides de l'OPCO? Pour la mobilité, vous voulez dire, l'OPCO prend en charge la mobilité. Vous pouvez aussi demander des aides régions et Erasmus. Je pense que vous pouvez les cumuler, oui. Oui. Alors, la rupture, j'ai répondu, ça j'ai répondu. Pendant les périodes de mobilité internationale pour les apprentis ingénieurs supérieurs à 1 mois, le financement OPCO est donc interrompu, le contrat étant mis en veille. Non, le financement de la formation n'est pas interrompu pendant la mobilité. C'est bien ça, Émilie Marie. Après, c'est en fonction aussi de la présence du jeune pendant la formation. De toute façon, la facturation du CFA est faite par échéance. Donc, voilà. Et après, il y a bien mise en veille du contrat du jeune. Donc, après, c'est en fonction de sa présence aussi dans l'organisme. Non, la mobilité fait partie de la formation. Donc, il n'y a Oui. pas interruption de financement par l'OPCO. De la formation, mais de oui. la formation, oui, je dis Oui. bien de la formation. Oui, oui, Le de contrat la est mis en formation. veille, donc il n'y a pas de Oui. rémunération. Les aides de l'État sont suspendues, mais la facturation à l'OPCO2I par le CFA n'est pas suspendue. Continue, sous format Continue. d'échéance. Ouais. Pour les avenants, doit-on garder la date de conclusion initiale, ajouter une date d'effet ou devons-nous mettre… Alors, pour les avenants, la date d'exécution doit rester la même, mais la date de conclusion et la date d'effet doivent être les mêmes par contre. Donc, la date de conclusion de l'avenant doit être la même que la date d'effet de l'avenant, mais la date d'exécution reste celle du contrat initial. Si un avenant est nécessaire pour le changement de maître d'apprentissage, hein, c'est un avenant 36. Oui. Vous avez, c'est mentionné le code des avenants sur la présentation. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mentionné. Dès qu'il y a toute modification concernant votre contrat, concernant le contrat de l'apprenti, surtout revenir vers nous et bien mentionner les éléments. OK. Mais après, bon, il reste quelques questions. Je vous invite à contacter vos conseillers. Si vous pouvez juste, je vais peut-être essayer de répondre à 2 ou 3 en attendant que vous mettiez la slide pour les prochains webinaires comme ça. De toute façon, alors déjà, merci à tous pour votre attention. Oui, comme on l'a merci à mentionné, c'était une présentation généraliste concernant le contrat d'apprentissage et afin de faire aussi voilà, une rappel, c'est bien de faire un petit rappel chaque année parce qu'on rentre dans la période où on va être dans les recrutements des contrats. Donc d'autres webinaires sont à venir à destination des entreprises. Vous avez donc le 28 mars l'avis du contrat de professionnalisation. Le 4 avril, le contrat de pro expérimental et 2i contrat de pro accompagné. Et le 11 avril, le dispositif ProA. Des webinaires aussi sont à venir prochainement à destination des CFA. Donc, merci à tous de votre attention. On espère avoir répondu au mieux à vos questions et d'avoir fait bien au mieux cette petite piqûre de rappel. Et on vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à tous. Belle journée. Au revoir. Bonne journée à tous.